dans le salon d'Alia, qui a été un grand succès d'ailleurs. On a eu plus de 500 visiteurs sur le salon de Paris. C'est très important de changer le paradigme de l'Alia des Juifs de France. Donc nous, ce qu'on expliquons au LIM, c'est de mieux gérer leur budget, même si au départ il faut être beaucoup plus sobre pour ensuite, si le travail va avec, si la parnassa va avec, augmenter le niveau de vie et pas faire l'inverse, qui est malheureusement souvent l'erreur d'une partie des Juifs de France quand ils arrivent en Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aryeh Abitbol. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a beaucoup de sujets à développer avec vous, qui êtes le délégué, je le rappelle, délégué général de l'Agence juive en France et en Europe. Mais on ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours pendant ce week-end au Qatar avec la qualification surprise et étonnante et historique, on va dire. On ne peut plus, on ne sait plus quel superlatif utiliser. La qualification du Maroc, et on en parle un peu avec vous parce que vous êtes marocain, il faut bien le reconnaître, même si vous êtes le délégué de l'Agence juive en Europe, vous êtes marocain d'origine, vous avez vécu toute votre jeunesse au Maroc. Alors quels sont les sentiments qui vous habitent là ce matin ? Écoutez, on est très content pour l'équipe nationale marocaine et pour les Marocains. Alors c'est vrai que c'était une équipe que tout le monde disait quand même forte et qui pouvait arriver loin. Notamment Samuel Eto'o qui avait fait un petit peu rire tout le monde en disant qu'ils iraient peut-être même jusqu'à la finale. Et puis visiblement, c'est le cas puisque cette équipe arrive à surprendre tout le monde. Et alors, c'est même surprenant pour les Marocains, on va dire, même, c'est-à-dire même s'ils sont très nationalistes, ils ont la fibre du football, c'est étonnant aussi pour eux. Tout à fait, c'est très étonnant pour eux, une grande joie. Il faut comprendre que le Maroc, ne serait-ce que depuis le premier tour, est complètement bloqué, paralysé les heures de match. Les écoles s'arrêtent complètement. Ils arrêtent de donner cours. C'est-à-dire qu'il y avait des matchs qui avaient lieu à 2 heures de l'après-midi. Les écoles, notamment l'école juive de Casablanca, les écoles juives de Casablanca aussi, arrêtaient les cours et tout le monde rentrait à la maison. Donc c'est vraiment une fête nationale au Maroc. Alors, on ne sait plus quoi souhaiter. Mercredi, match entre la France et le Maroc. Votre cœur va-t-il balancer entre les 2 équipes, vous qui êtes délégué de l'Agence juive en Europe ? Écoutez, de manière générale, je suis plus pour le Maroc. J'ai beaucoup de respect pour l'équipe française, mais j'ai en général été toujours pour l'équipe d'Israël d'abord, avant tout. Mais malheureusement, on n'est pas présent. Mais si l'équipe d'Israël n'est pas là-bas, alors naturellement, on soutiendra le Maroc. On espère juste, je tiens quand même à le préciser, qu'il y ait surtout à la fin de ce match-là la paix et que ça ne provoque pas des émeutes comme ça a eu lieu hier soir à Paris et pendant les quarts de finale où j'étais. Nos bureaux se trouvent maintenant à 2 pas des Champs-Élysées. Je peux vous dire que c'était assez compliqué ce qui se passait là-bas. Voilà, alors le lien est tout fait, puisque nous voulions parler avec vous justement de l'inauguration de ces nouveaux locaux de l'Agence juive à Paris. Alors ça s'est déplacé de la place de Catalogne dans le sud et donnez-nous la nouvelle adresse de l'Agence juive à Paris aujourd'hui. Alors nous sommes à côté de la Porte Maillot, au 152 avenue Malakoff. Alors, c'est un changement qui permet d'une certaine manière de se rapprocher, on va dire, des centres névralgiques de la communauté juive de France, de Paris en particulier ? Tout à fait, c'était la première idée, c'était de se rapprocher des 4 plus grandes agglomérations juives de la région, c'est-à-dire le 16e, le 17e arrondissement, le Valois Neuilly et le Valois, qui sont vraiment limitrophes. Donc, on a autour de nous évalué à peu près à 150 000 juifs qui habitent dans ces régions-là, tout autour de nos nouveaux bureaux. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que ces locaux sont adaptés à une alia massive ou ce sont des locaux compacts qui peuvent répondre aux besoins de l'alia de ces 2 dernières années ou 3 dernières années ? Alors, c'est une très bonne question. On a pensé ces bureaux d'une manière qui puisse être plus compacte parce que voilà, on est dans une période économique difficile et qu'il fallait quand même économiser et réduire les bureaux. Mais d'un autre côté, nous n'avons pas renoncé au fait que s'il y a une alia massive, on puisse partir. La preuve en est que nous avons une vingtaine de bureaux individuels qui permettent à faire 20 entretiens en même temps si le besoin est. Ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Paris, quand vous vous baladez d'un bureau à l'autre, vous allez voir, il y a des open space.
Aujourd'hui, on est les seuls à avoir gardé cette possibilité de travailler dans des bureaux seuls parce qu'on comprend que si un jour il y a une vague d'Alia, alors nous pourrons être prêts pour y répondre. Et l'idée, par exemple, de bureaux plus régionaux, est-ce qu'elle a disparu totalement? Tout est concentré, focalisé, centralisé à Paris, ou alors il y a encore des bureaux de l'Agence juive un peu partout en France, ou même dans d'autres régions de Paris ou de la région parisienne? Alors pas du tout. Alors vous avez raison de poser la question, pas du tout. À mon arrivée, pour moi, c'est très important de travailler dans les régions. Comme quelqu'un qui vient moi-même de la périphérie, qui a eu du mal à avoir quand j'ai fait mon avis à l'âge de 18 ans les informations, je suis très sensible à ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle non seulement on n'a pas fermé, mais on a ouvert des nouveaux bureaux. À Lyon notamment, nous avons une nouvelle shlicha, puisqu'elle est l'épouse d'un shaliach à nous qui est sur Lyon, et d'El Tebol. À Bruxelles, où nous avons un bureau également, et à Marseille. Donc nous avons dans la région 4 bureaux, et nous pensons en ouvrir un également à Genève, en Suisse, de manière à donner le répondant au plus de personnes possible. Alors, on en arrive, puisque nous terminons l'année 2022, à l'heure des bilans quasiment définitifs de cette année au niveau de l'ALIA. Quels sont les chiffres dont vous disposez pour l'instant pour cette année 2022? Et puis, est-ce que c'est mieux que l'année dernière? Moins bien? Comment se porte l'ALIA de France? Alors écoutez, nous sommes retombés aux chiffres d'avant le corona, c'est-à-dire qu'en 2021, nous avions une année de pic lié au corona et je dirais au résultat de la fermeture des frontières, qui a provoqué une sorte de mouvement de panique, je dirais, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, quasiment partout en Europe et même aux États-Unis. Et là, nous sommes retombés à nos chiffres de moyenne, c'est-à-dire que là, fin novembre, nous sommes autour de 2000 au LIM, et nous finirons l'année autour de 2200, 2300, ce qui correspond à ce qu'était l'ALIA de 2020-2019, c'est-à-dire avant le corona. Donc nous revenons à des chiffres de période. Alors la question que l'on peut se poser, comment peut-on à nouveau doper cette ALIA? Parce que si on retombe dans une situation, on est dans une situation normale, loin des crises du corona et même des crises consécutives aux attentats terroristes. Comment peut-on doper aujourd'hui l'ALIA de France? Écoutez, d'abord, la première chose, c'est des choses internes qu'il faut faire en Israël, c'est de réfléchir à comment accueillir cette aliyah-là, comment lui donner un pouvoir d'achat, lui permettre, ce qui est extrêmement difficile également pour les Israéliens même, mais trouver des solutions par rapport à ça. Alors notamment, nous travaillons énormément ces derniers mois, et notamment dans le salon d'Aliyah, qui a été un grand succès d'ailleurs. On a eu plus de 500 visiteurs sur le salon de Paris, qu'on a fait uniquement à Paris. Et le stand qui a été le plus demandé, c'est le stand de la gestion du budget. C'est-à-dire que c'est très important de changer le paradigme de l'ALIA des Juifs de France, qui vont en général dans les grandes villes qui sont encore assez chères en Israël et qui malheureusement financièrement au départ ont du mal à s'en sortir. Donc nous, ce qu'on expliquons au LIM, c'est de mieux gérer leur budget, d'avoir un budget beaucoup plus responsable au départ, même si au départ il faut être beaucoup plus sobre et plus économe dans la façon de gérer son alia, pour ensuite, si le travail va avec, si la parnassa va avec, je dirais, augmenter le niveau de vie et pas faire l'inverse, qui est malheureusement souvent l'erreur d'une partie des Juifs de France quand ils arrivent en Israël. Est-ce que vous avez noté par exemple un frein dans l'ALIA des personnes âgées, des retraités, de ceux qui entendent peut-être d'autres retraités en Israël se plaindre du taux de l'euro et d'une baisse de leur pouvoir d'achat? Non, sur le point de vue des retraités, il y a des questions, il y a énormément de questions, mais je vais vous dire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le stand de gestion de budget, qui en général était toujours, je dirais, visité par des familles, et les beaucoup plus par les retraités, c'est-à-dire les retraités font beaucoup plus attention, mais je vais dire que c'est plus simple puisque les données sont connues. Ils savent combien ils touchent, ils connaissent leur retraite, ils connaissent leurs revenus, leurs biens immobiliers, ils savent gérer ça et avoir des réponses concrètes. Ce qui est un peu plus difficile pour une famille, l'est beaucoup plus simple pour un couple de retraités. Donc je dirais que les retraités sont moins touchés par ça, ils sont plus touchés par la baisse de l'euro, qui est quand même remontée, il faut quand même le dire, parce qu'on a beaucoup parlé de la baisse de l'euro, mais là, entre 3,5 et 3,6, l'euro est relativement remonté, et donc il y a plus de questionnements, mais je ne pense pas qu'il y a une baisse de l'ALIA des retraités. Qu'en est-il des jeunes, des étudiants? Alors, les étudiants, grâce à la Fondation Passerelle,
et aussi Kalita qui fait partie aussi du board de Passerelle. Nous avons réussi à à doubler les bourses Massa, ce qui a permis à beaucoup de jeunes de pouvoir venir en Israël et de pouvoir faire cette expérience d'une année qui, je l'espère, à la fin de l'année va se terminer par une alia pour la plupart d'entre eux. Donc nous espérons voir une augmentation du nombre de jeunes en fin 2023, enfin en septembre 2023, suite à cette augmentation de la bourse. Donc je pense qu'au niveau des jeunes, les prévisions sont optimistes. Il n'y avait pas eu aussi un frein à ce niveau-là, au niveau d'Alia pendant le Corona, c'est-à-dire le fait que certains puissent étudier directement en Zoom sans avoir besoin de se déplacer jusqu'en Israël, avait peut-être fait réfléchir une partie des potentiels candidats à l'Alia dans la jeunesse et les étudiants? Alors paradoxalement, on y a cru. On a cru à cette thèse et on croyait que ça allait y avoir une baisse, mais ça n'a pas baissé. Ça a même augmenté un tout petit peu entre 2020 et 2021. Je ne saurais pas l'expliquer, je vais être honnête, mais en tout cas, ça a augmenté. Et là, cette année, on voit une nette augmentation suite au fait qu'on a arrêté d'étudier en Zoom et le fait que la bourse double, ce qui permet à des jeunes, il faut pas l'oublier, parce qu'un jeune de 21, 22 ans, quand il vient en Israël pour faire un stage et qui veut penser éventuellement à rester en Israël, en général, c'est lui qui finance en partie ou toute son année, et le fait de lui donner la possibilité de le faire avec l'augmentation de la bourse change quand même la donne pour pas mal d'entre eux. Alors, on a beaucoup parlé, on connaît l'impact des salons de l'Alia en France, dans les diverses villes. Est-ce que finalement, le Corona qui a freiné ce genre d'activité, aujourd'hui, cette activité revient sur le devant et s'avère être effectivement un moyen incontournable pour être en contact direct avec les Olim, ou alors les candidats à l'Alia, ou alors effectivement il y a moins de gens qui se pressent au salon de l'agence juive aujourd'hui? Alors, comme je vous l'ai dit, on était très agréablement surpris par le nombre de personnes venues au salon de novembre. On a fait très peu de publicité pour le salon parce que nous avions une petite salle dans les salons Roche. On n'avait pas pu, pour une question de date et de réservation de salle, avoir des grands salons. Et on a été submergé par le nombre de personnes qui sont venues, plus de 500 personnes, sachant qu'en général, c'est les chiffres des grands salons. Quand je dis 500, c'est quasiment 500 familles. On n'a pas compté les personnes, on a compté les familles, ce qui était énorme pour cette période-là de l'année. Donc nous étions extrêmement surpris. Alors les gens viennent, posent des questions, ils ne sont pas décidés à monter encore. Et je pense que le fait qu'on ait amené des gens qui puissent répondre à des questions liées au budget, au pouvoir d'achat, les mairies des villes qui sont venues, qui ont été présents, Jérusalem, Ashdod et Tel Aviv, pour répondre aux questions des Olim, c'est quelque chose qui, je pense, a beaucoup plu au public. Et je pense que les salons vont continuer à intéresser les gens parce qu'il y a une certaine curiosité et à laquelle on est là pour répondre, pour donner les réponses. Et vous savez, très souvent, les gens sortent et nous disent « Je n'imaginais pas que l'Alia était possible. » Avec les données que vous nous avez données concrètes, je pense que c'est quelque chose qu'on va envisager. Alors une dernière question, Arié. Est-ce que la crise politique qui a duré plus de 3 ans en Israël, cette situation d'instabilité politique, est-ce que ça a un impact sur les candidats à l'Alia? C'est une bonne question. J'entends beaucoup de gens me parler de ça dans les 3 dernières années, me dire que le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement ou des gouvernements relativement instable, c'est quelque chose qui a quand même dérangé le public français. De là à dire est-ce que ça a baissé l'Alia, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain soulagement du public français du fait que, a priori, il s'avère qu'il y aurait un gouvernement qui resterait stable dans les prochaines années. C'est quelque chose qui, je dirais, soulage un petit peu le public français, qui était très peiné de voir Israël passer d'une élection à l'autre. On sait leur attachement à Israël, et peut-être qu'on le souhaite, en tout cas, qu'il y ait une certaine stabilité politique en Israël, que ça pourra permettre à beaucoup d'envisager l'Alia plus sereinement. Eh bien, merci beaucoup, Arié Abitbol. Il faut souligner d'ailleurs que c'est aujourd'hui que débute le bac bleu-blanc, qui est une des grandes activités aussi de l'agence juive. On en reparlera probablement dans le courant de la semaine avec notre ami Daniel Benaïm aussi, qui est l'un des fers de lance de ce programme. Merci beaucoup, Arié Abitbol, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à ces questions donc sur l'inauguration des bureaux de l'agence juive à Paris et puis sur le bilan de l'Alia pour cette année 2022. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Shavuot Tov. Merci Daniel, Shavuot Tov.